48 femmes sont violées par heure au Congo. Et ceci n'est pas un chiffre en vain. Ce sont des vies, des familles, des communautés détruites. Si vous regardez cette vidéo sur un téléphone, un ordinateur ou peut-être dans une voiture électrique, vous êtes probablement connecté au Congo. Derrière ces objets du quotidien se cache l'un des plus grands drames humanitaires du 21e siècle. Il faut savoir que chaque jour à l'est du Congo, des femmes sont violées, mutilées. Ce sont des mutilations qui sont faites à l'intérieur des femmes avec des bâtons, des machettes, des armes. Et ces objets sont enfoncés à l'intérieur des femmes. Elles sont réduites au silence dans une guerre sans fin. Fulu kesi ya vedero ke bama balingana fulu maranga radi baniro maradi nzani fuengada warange na wakati fulu matatsoda tsana futsi kwenga radi tani fulu maranjela fulu maranjela nafudalera etsu anabale gbokana ba etso rundi marundiro nafukpanga ele di dato nakwa di ele di o mara chichi kpanje na goti kpanje ekosa mana afu zachi manja jari mama na brakana na di manja enza nidi ana madon sibile tu mana papa. Selon une étude publiée dans l'American Journal of Public Health, 48 femmes sont violées par heure en République démocratique du Congo, soit selon l'ONU, 1152 femmes par jour. Vous devez savoir que ces violences ne sont pas le fruit du hasard. Elles font partie d'une stratégie de guerre, d'un système économique et géopolitique, où le corps des femmes devient une arme de guerre. Mais surtout, là où la souffrance humaine alimente les richesses de ce monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire du Congo, comprendre pourquoi ces violences existent, qui en profite et comment un homme consacre sa vie à réparer le corps et les âmes des survivants. La République démocratique du Congo, souvent appelée RDC, est le deuxième plus grand pays d'Afrique, riche en ressources, le cobalt, le coltan, l'or, les diamants. Pourtant, plus de 70% de la population vit dans une extrême pauvreté. Depuis la fin des années 1990, la région de l'Est du Congo est ravagée par des conflits impliquant des milices, des armées rebelles et parfois des armées étrangères. La Seconde Guerre du Congo éclate en 1998. Le bilan est lourd. Selon Inter-France, 6 millions de morts, près de 4 millions de déplacés, des camps de réfugiés saturés, des centaines de personnes appauvries. Des groupes armés comme le M23, le Codeco ou les ADF terrorisent encore les civils dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Et dans ces zones, le viol est devenu une véritable arme de guerre. Le viol est utilisé pour détruire les femmes, mais pas que, aussi leurs familles, leurs villages, leurs communautés entières. Les milices armées s'en servent pour s'aimer la terreur, violer les femmes, humilier les hommes, affaiblir les structures sociales. Vous devez savoir que les victimes ne sont pas seulement des femmes adultes. Nous avons des enfants de 10 ans. Il y a moins d'1 an, une jeune fille de 5 ans a été opérée parce qu'elle avait été mutilée. Je viens d'opérer une petite fille de 5 ans qui avait été violée il y a 9 mois. Et j'étais informé alors que j'étais à Bukavu. Il était prévu qu'elle aille à Bukavu à cause de la complication. Elle a eu une fistule recto-vaginale avec rupture de sphincter anal. Et donc c'est un cas qui était compliqué pour nos équipes qui étaient sur place. Les conséquences de toutes ces agressions sont terribles. On a des blessures internes irréversibles, des fistules, des infections, des grossesses forcées, mais surtout le rejet social. Parce que oui, ces femmes-là sont rejetées par la société. Pour ramasser du bois qu'elle va vendre pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle a récemment été violée dans la forêt, un souvenir amer, dit-elle. Lorsque nous allons chercher du bois, certains hommes nous violent, comme cela a été le cas pour moi il y a quelques mois. Beaucoup de femmes ne le disent pas à leur mari pour ne pas être répudiées. Après avoir été violée, Espérance a été chassée de chez elle par son mari qui ne supportait pas la nouvelle. Mais il y a quelques jours, son mari est revenu sur sa décision car il s'est rendu compte de son innocence. J'ai pris la décision de renouer avec ma femme parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas elle qui voulait être violée. J'ai vu
qu'elle ne les méritait pas. C'est pourquoi nous vivons toujours ensemble, ici à la maison. La question que vous me poserez sûrement c'est, mais pourquoi détruire le tissu social du Congo? La question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi est-ce que ces violences se concentrent à des endroits où il y a des minerais riches dans les sols? Il s'attaque au cœur des familles parce que dans cette guerre, le viol, ce n'est pas juste une simple agression. Il est utilisé comme arme de guerre. Une arme froide, calculée. Ils détruisent le tissu social pour prendre le contrôle du territoire. Les milices ne se contentent pas seulement de tuer. Elles violent publiquement, souvent devant les enfants, les maris ou même les voisins. Si tukubahema na benye balikuya iko kwa talento kati banaingia anakamata mie banasema tutakuua tosha nguo gisi mimi naona maiti ilikuwa mingi biko naua mimi naona hivi basi kitu mimi tafanya hiko bananitoshia nguo banatupa michini wa kwanza anakamata ananiviole akati ile nalamuka anakamata tu kichwa ya bunduki na nguo tu anaingisa kule na nitoenda mwingine vile napita tu hivi na mwingine vile hivi balikia watu 6 bote balipita ile kwa hali ile hivi ilikuwa jambo la huruma sana ndio. Le but est clair, anéantir la communauté de l'intérieur. Parce qu'on dit que quand une femme est brisée, c'est toute une famille qui s'effondre. Quand des milliers de femmes sont brisées, c'est toute une nation qui s'affaiblit. Dans ce cadre-là, le viol est utilisé comme une arme de destruction massive. Les conséquences sont terribles. Les hommes fuient ou sont tués, les enfants grandissent sans repère et les villages se vident. Et ce chaos n'est pas accidentel, il est stratégique. Plus la société est divisée, plus les milices peuvent avancer. Derrière elles, d'autres forces profitent de ce désordre pour exploiter les mines, les forêts et les routes commerciales. Les viols de guerre, les déplacements massifs et la terreur servent à un objectif collectif, rendre la population impuissante et soumise. Quand la peur règne, il n'y a plus de résistance. Les terres deviennent libres pour être exploitées. Les milices financées par le commerce illégal de minerais gardent le contrôle et les ressources du Congo quittent le pays vers les usines, les raffineries et les entreprises qui alimentent notre monde moderne. Mais au milieu de ce chaos, un homme s'est levé, le docteur Denis Mukwege. Denis Mukwege est un gynécologue obstétricien. Il est né le 1er mars 1955 à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Fils d'un pasteur protestant, il raconte depuis très jeune qu'il a accompagné son père prier pour les malades. Et un jour, il a accompagné son père prier pour une dame qui a fini par mourir. Il s'est dit ce jour-là, je vais soigner des gens comme cette femme-là. Après ses études de médecine au Burundi, son PhD à l'université de Bruxelles, puis une spécialisation en gynécologie à l'université d'Angers, il est rentré au Congo à la fin des années 80. En 1999, il fonde l'hôpital de Pandi à Bukavu pour venir en aide aux femmes victimes de violences sexuelles. Au départ, l'hôpital devait accueillir des femmes enceintes, mais très vite, il a découvert une horreur qu'il n'avait pas imaginée. Des centaines de femmes violées, mutilées, brisées par des hommes armés. Il comprend alors que les crimes ne sont pas accidentels mais organisés. Il déclare: depuis sa création, plus de 70 000 femmes ont été prises en charge à l'hôpital de Pandi. L'approche de la fondation Mukwege est unique. On l'appelle le modèle de Pandi. Ce modèle repose sur 4 piliers. Les soins médicaux pour réparer les blessures physiques, le soutien psychologique pour aider les survivantes à se reconstruire, l'accompagnement juridique pour que les coupables soient jugés, une réinsertion économique pour redonner à ces femmes-là leur autonomie. Pour beaucoup, le docteur Mukwege n'est pas juste un médecin. Il est le symbole d'espoir, un père, un frère, un militant de la dignité humaine. En 2018, il reçoit le prix Nobel de la paix pour son combat contre les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre. Et dans son discours à Oslo, il a interpellé le monde entier. Il a dit: les survivantes ne veulent pas de compassion. Elles veulent que justice soit faite. Malgré les menaces et plusieurs tentatives d'assassinat, il refuse de quitter son pays. Il continue de dénoncer ce qu'il appelle l'hypocrisie du silence international autour du drame congolais. Il consacre aussi une partie de sa vie à témoigner devant les Nations Unies, devant le Parlement européen, dans de nombreuses universités, pour dénoncer ce qu'il appelle une guerre économique déguisée en conflit ethnique. Car oui, derrière ces viols, derrière cette guerre, sans fin se cache un enjeu immense. Celui des ressources du sol congolais. Des richesses qui attisent les convoitises du monde entier et dont nous profitons tous, souvent sans le savoir. Ainsi, nous allons comprendre pourquoi la guerre ne s'arrête jamais et quel est le lien entre ces violences et les appareils que nous utilisons aujourd'hui. Sous la
terre du Congo se trouve l'un des plus grands trésors du monde. Cobalt, cuivre, coltan, or, diamant. Le pays regorge de ressources stratégiques indispensables à l'économie mondiale. Le Congo n'est pas un pays pauvre, c'est un pays riche qui est appauvri. Il a des ressources indispensables à nos technologies. La question que vous devez vous poser est comment est-ce que le pays qui nous fournit toutes ces choses, lui, est considéré comme pauvre? Parce que oui, plus de 70% des Congolais vivent avec moins de 2 $ par jour. Cette pauvreté n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un système de pillage où la richesse du sol profite à d'autres, tandis que le peuple reste dans le manque. Un paradoxe moral inacceptable. Un pays immensément riche où la population meurt de faim. Ces richesses, au lieu d'apporter la prospérité à son peuple, ont provoqué des décennies de guerre, d'exploitation et de misère. On va développer un peu plus sur les richesses du Congo, comme ça vous allez comprendre à quel point le Congo fait partie de nous. On va commencer par le cobalt, qui est le métal bleu de nos technologies. Le cobalt est un métal rare, essentiel pour la construction des batteries lithium-ion. Je tiens à vous préciser que la République démocratique du Congo produit entre 70 et 76% du cobalt mondial. Et je vais vous expliquer comment le cobalt est utilisé dans notre quotidien. On retrouve le cobalt dans smartphones, ordinateurs portables, tablettes, montres connectées, bracelets électroniques, écouteurs sans fil et casques Bluetooth, appareils photo et caméras numériques, consoles de jeux portables, brosses à dents électriques, batteries externes, powerbank. Le cobalt est crucial pour la transition énergétique. On le retrouve dans les voitures électriques et hybrides comme Tesla, BMW, Renault, Toyota et compagnie, dans les trottinettes et les vélos électriques, dans les bus électriques, dans les systèmes de stockage des batteries, par exemple les batteries stationnaires pour les panneaux solaires et éoliennes, dans les drones. Vous devez savoir que le cobalt, il améliore la stabilité chimique, la sécurité des batteries à haute performance. Le cobalt est aussi utilisé dans les super-alliages. Il est capable de résister à la chaleur et à la corrosion. Ces alliages sont essentiels dans les moteurs d'avion et les turbines de gaz, les réacteurs militaires et fusées, les outils de coupe et foreuse industrielle, les pipelines, les turbines et moteurs marins, le secteur spatial et la défense. Donc il augmente la résistance mécanique, la solidité et la durabilité des pièces. Vous devez aussi savoir que le cobalt est utilisé dans l'industrie de la santé. Par exemple, les pigments bleus utilisés dans les peintures céramiques et verts, le fameux bleu cobalt. Il est utilisé dans les catalysateurs chimiques qui servent dans le raffinage du pétrole et la fabrication de plastique. Il est utilisé dans les alliages médicaux, les implants chirurgicaux, les prothèses de hanches et de genoux. Le cobalt est aussi utilisé en radiothérapie. Le cobalt 60, isotope radioactif qui est utilisé pour traiter certains cancers. Il y a un autre endroit dans lequel le cobalt est utilisé. On l'appelle le métal de la guerre moderne. Le cobalt est classé par le Pentagone et par la défense européenne comme un matériau stratégique essentiel à la sécurité nationale. Pourquoi? Parce qu'il résiste à la chaleur, comme je vous ai dit, à la corrosion et à la pression. Ces trois propriétés le rendent indispensable pour fabriquer des alliages ultra résistants, capables de tenir à des températures extrêmes. Ces super alliages, on les retrouve partout dans l'armement moderne, dans les moteurs d'avions de chasse, dans les turbines des missiles, même dans les fusées militaires et les satellites d'espionnage. Il permet aux pièces des réacteurs de ne pas fondre à 1500 degrés et garantit la fiabilité de moteurs à longue durée. On le retrouve dans les revêtements de blindage de chars, dans certains obus perforants, dans les outils industriels qui forgent les armes. Vous l'aurez compris, ce métal extrait à la sueur du peuple congolais se retrouve ainsi au cœur de nombreuses technologies qu'on a dans ce monde. C'est là que le paradoxe devient intéressant parce que comment c'est possible que les minerais du Congo, un pays qui est ravagé, servent à entretenir des produits utilisés par d'autres pays? Dr Denis Mukwege a dit: la stabilité mondiale repose sur des minerais extraits dans le chaos. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que selon une enquête de l'Amnesty International, des milliers d'enfants travaillent encore dans des mines artisanales du Katanga, dans des conditions dangereuses, sans masque, sans équipement, parfois pour moins de 2 $ par jour. Dans cette mine de la République démocratique du Congo, un minerai très convoité, le coltan. Pas toujours dans la boue, ils sont 2 millions d'après la Banque mondiale, 40% d'entre eux des enfants, souvent âgés de moins de 10 ans. Un problème qui serait directement lié au manque d'éducation. Moi, je n'étudie pas. Mon travail, c'est creuser les minerais. Ces ONG affrontent un sérieux concurrent car le coltan est utilisé dans la plupart des appareils électroniques, un minerai indispensable obtenu au prix de la santé de ces enfants. D'après les humanitaires, ici, dans la vase, à main nue, leur vie est mise en danger. Les enfants qui sont exposés à des conditions de travail dangereuses vont être sérieusement malades et souffriront d'asthme et d'autres problèmes respiratoires.
Le fait qu'ils n'aient pas un accès facile au système de santé ne joue pas en leur faveur. Cela signifie que peut-être dans la plupart des appareils que nous utilisons, il y a un bout du Congo. Ces mines artisanales approvisionnent des négociants locaux, puis les grandes entreprises de raffinage. Ensuite, le cobalt est vendu à des géants de la technologie et de l'automobile. Ces entreprises affirment aujourd'hui vouloir tracer leur chaîne d'approvisionnement. Mais selon un rapport du Washington Post en 2023, la traçabilité complète du cobalt congolais reste impossible, tant les intermédiaires sont nombreux. Mais le Congo n'a pas que le cobalt. Comme je vous l'ai dit, c'est un pays qui est riche en ressources. Le Congo a aussi le coltan, qui est riche en tantale, qui sert à fabriquer les condensateurs des circuits électroniques, et essentiel pour nos téléphones, nos consoles, nos ordinateurs, nos GPS. Justement, le tantale est notamment exploité dans les zones contrôlées par les milices. Ces groupes armés imposent des taxes illégales, chaque sac de minerai, et se financent ainsi. Le Congo aussi a de l'or, cet or qui alimente le marché mondial. Une grande partie est illégalement exportée dans d'autres pays, l'Ouganda, le Rwanda ou Dubaï par exemple, puis fondu et intégré à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Résultat, vous l'aurez compris, la guerre devient rentable. Tant que les minerais circulent, les groupes armés ont de l'argent. Quand ils ont de l'argent, ils achètent des armes, continuent de violer, de piller et de tuer. Vous pouvez penser que le monde ignore ce drame parce que peut-être que vous l'ignorez, mais pas du tout. Tout le monde sait. Des rapports de l'ONU, de l'Amnesty International, Human Rights Watch et de la Banque mondiale documentent depuis plus de 20 ans les liens entre les minerais et les violences. En 2010, les États-Unis ont même voté une loi, Dodd-Frank Act, section 1502, obligeant les entreprises américaines à vérifier si leurs produits proviennent des minerais du Congo. En 2021, l'Union européenne a aussi voté une mesure similaire, le règlement européen sur les minerais du conflit. La vérité, c'est que ces lois ne couvrent qu'une partie du marché mondial. La plupart des entreprises sous-traitent à des fournisseurs étrangers, ce qui rend la traçabilité quasi impossible. Pendant ce temps, la MONUSCO, la mission de l'ONU présente au Congo depuis 1999, peine à protéger les gens. Son mandat prend fin progressivement alors que les violences s'intensifient. Le docteur Denis Mukwege l'a dit, le silence du monde est complice. Tant que le Congo saigne, l'économie mondiale tourne. Mais pourtant dans ce chaos, des voix se lèvent. Des femmes refusent de se taire. Des hommes, comme le docteur Denis Mukwege, risquent leur vie pour dénoncer. Face à l'indifférence de certains, d'autres choisissent de raconter. Et là, je vais vous parler d'un film intéressant qui a vu le jour, le film Muganga. Muganga signifie en swahili « celui qui soigne ». Je vous parle de ce film-là que j'ai regardé au cinéma. Dans Muganga, on découvre les témoignages des femmes violées, leur douleur, mais aussi leur force. Si vous êtes en France, vous pouvez regarder le film Muganga dans les cinémas UGC. Moi, j'ai regardé dans le cinéma CGR. Je vous invite à aller sur Google et à chercher les cinémas proches de chez vous dans lesquels vous pouvez regarder ce film-là. Il est très important de le regarder. Pour moi, ce n'est pas un film qu'on aime, c'est un film qui est important. Il est important de le visionner parce qu'on est tous touchés quelque part par cette histoire. Le visionner, le partager, en parler. Simplement. Vous devez aller sur la page de la fondation de Pandi, pandifoundation.org. De toute façon, vous avez le nom ici, je vous le mets bien là et je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Muganga, je vous préviens, c'est pas un film de guerre. C'est un film sur la résilience de femmes qui, malgré tout, refusent d'être définies par la violence qu'elles ont subie. Si après avoir regardé le film Muganga, vous êtes encore plus intéressé par le parcours du Dr Denis Mukwege, je vous invite à acheter un livre que moi aussi j'ai lu. Ce livre, c'est La force des femmes du Dr Denis Mukwege. Ce livre, il partage vraiment son quotidien à l'hôpital de Pandi et surtout les histoires des survivants. Il dénonce aussi dans ce livre l'indifférence des puissances mondiales et la complicité économique dans cette guerre de minerais. Ce qui se passe au Congo n'est pas un conflit lointain. Ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte. Le Congo est dans nos poches, avec nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans nos voitures. Et la vérité, c'est que nous profitons tous, parfois même sans le savoir, encore je n'accuse vraiment personne, de la souffrance de ce peuple. En conclusion, le Congo, pour moi, c'est la douleur, mais c'est aussi la beauté. La force de ces femmes-là qui se relèvent, qui se battent, d'hommes qui continuent d'y croire, d'avancer, d'essayer. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui, en ayant fini de regarder cette vidéo, de la partager. Évitez la surconsommation, essayez de faire ce que vous pouvez à votre petite échelle. C'est une vidéo à caractère informatif, le but c'est d'informer par la grâce de Dieu. Donc voilà mes amours, la vidéo elle est terminée, je vous fais plein de bisous et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye. Problème qui serait directement... Ces ONG affrontent un salaire.